Cette semaine à l'émission, on découvre l'entreprise Airbus et son A220. On débute ça tout de suite avec Jeff Boudreau qui nous fait découvrir l'avion Boré de chez ULM Québec. Une foule de possibilités, soit sur l'eau ou sur terre. ULM, c'est ultra léger motorisé. Le saviez-vous? Salut Guillaume! Salut! Hey, merci de nous recevoir dans ton domaine extraordinaire pour les tripeux d'aviation. On est où exactement? On est à Saint-Cuthbert dans la Naudière. On est sur le centre aéro-récréatif ULM Québec. C'est un centre que j'ai créé il y a quelques années pour regrouper justement tous les passionnés puis triper sur l'aviation. Okay, comment un Français se ramasse à Saint-Cuthbert? C'est une longue histoire. Ça fait un peu plus de 20 ans que j'ai eu l'idée et je voulais à la base partager ma passion avec des amis. Okay. Et c'est compliqué de faire juste ça. Donc j'ai voulu créer un centre qui était complet avec un paquet d'activités pour pouvoir arriver à ce résultat-là. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à conduire des ultralégers? Moi, ça fait depuis toujours que je suis baigné là-dedans. Ce que j'aime le plus dans le pilotage, c'est le partage qu'on va avoir. C'est de faire découvrir à des amis, de partir en famille, explorer des endroits. C'est tout le côté découverte qui est autour. C'est juste un outil. Ça symbolise la liberté, c'est justement la fraternité. Parle-moi un peu de cet appareil-là. Alors, le Boré, c'est un ultra léger. C'est, je pense, qu'il se fait de mieux dans l'ultra léger. Parce que c'est une machine qui est à la fois simple et accessible, mais en même temps parfaite pour l'expédition. Okay. J'ai volé pendant des années sur toutes sortes d'ultra-légers différents, parce qu'un ultra-léger, c'est très vague. C'est un aéronef, quel qu'il soit, de moins de 560 kg ou un poids léger. Il y a différentes normes, mais... Et celui-là, la particularité, c'est qu'il va à la fois sur l'eau, à la fois sur les pistes d'avion, sur le gazon. On peut aller un peu partout. C'est une machine dédiée à l'expédition. Ok, je décolle. Quand même drôle de voir rouler ouais, hein? Sur le gazon. On dirait qu'on fait de la train. En général, tu voles à quelle altitude? En 1000 pieds en général. Okay. Tu veux, tu peux mettre les mains sur les sur les commandes, les pieds sur les commandes, pour sentir un petit peu les mouvements que je vais faire. On se trouve à être à quelle vitesse à peu près? Là, on est à 59, un petit peu 100 km/h environ. Okay. Et c'est fou comme c'est sensible quand même. Ouais, ah ouais, ça prend pas grand-chose. Ok, prends les commandes. Ok, c'est tout à toi. Là, on va te ramener un peu vers là. Je vais réduire la puissance, pousse un peu en avant. Pousse en avant. Donc là, tu tournes à droite. On va essayer de faire attention à la vitesse. Je vais mettre un peu de gaz. Et tu vas essayer de sortir dans l'axe. Et laisser un peu plus le nez. On va fermer notre vitesse et tourne à droite. Continue à regarder si on voit rien dans l'eau. Oh, il n'y a pas beaucoup d'eau quand même ici. Là, j'ai besoin de 50 cm. Il est en plein milieu du Sullivan. En avion! On vient d'atterrir! Wow! Et puis c'est le Magic Hour en plus. Ah, c'est juste parfait. Wow! J'ai pas volé souvent dans ma vie, mais à chaque fois, c'est un énorme plaisir. Cet avion-là, c'est un avion tout-terrain. C'est-à-dire que tu peux atterrir dans la neige, tu peux atterrir sur l'eau, tu peux atterrir sur le sable, tu peux atterrir amérer, en fait. Tu peux atterrir sur le gazon, sur l'asphalte, n'importe où. Fait que, ouais, j'aimerais ça. Je pense que je suis rendu dépendant déjà. L'autonomie de ce véhicule-là, c'est quoi? L'autonomie, on peut faire environ 1000 km. OK, quand même. Belle autonomie. Oui. On vole à 150 km/h. OK. Ce qui est intéressant, c'est que ça consomme moins d'essence que mon auto. Ah, bon. C'est économique en même temps. La capacité de charge dans un appareil comme ça ressemble à quoi? Ça dépend de la réglementation sous laquelle l'avion va être immatriculé. Okay. Mais ce que le constructeur donne comme capacité qui a été testée, c'est 2 personnes de 110 kg et 100 kg d'équipement à bord. OK, quand même. Fait que pour un pêcheur ou encore un chasseur, on peut ramener un chevreuil, là. Sans problème. Guillaume, je me posais la question, pourquoi l'hélice est sur le dessus de l'avion et non sur le nez? C'est vraiment une question de conception. Il y a des avions qui vont avoir l'hélice à l'arrière, d'autres à l'avant. Puis celui-là, il est en haut parce qu'on est loin de l'eau. Donc s'il y a les éclaboussures d'eau, okay, ben, ça ne va pas dans l'hélice. Donc c'est vraiment une des raisons techniques, mais ce n'est pas la seule. En termes de conception, il y a de tout. Les avions, c'est très varié. C'est une longue histoire dans l'aviation et il y a énormément de modèles et puis de possibilités dans le domaine.
Je suis un excessif. Des motos, j'en ai déjà eu 6 dans le garage. Si je commence à avoir un avion, il sera jamais assez gros. Je vais finir avec un Boeing Maco. Non, fait que il y a deux choses, deux bébelles que j'essaie de pas toucher, les avions et les bateaux. OK, là, je suis en train de me créer un besoin. Regarde, on a juste à sortir la canne à pêche. Oui, mais ça! OK, si moi, ça m'intéresse, je veux m'acheter un ultra-léger, comment ça fonctionne pour la formation? C'est assez simple. À partir du moment où tu as ta machine, on peut te former dessus. OK. Et c'est un processus qui va durer 20 heures de théorie et 12 heures de pratique. Ça, c'est le minimum qu'exige Transport Canada. Ouais, dans les faits, assez rapide, ouais. On fait un peu plus dans la pratique, mais ça va dépendre de chaque personne. Moi, la moyenne de ce que je vois, c'est 20-30 heures. Mais des gens qui sont très habitués vont faire ça très vite, puis d'autres vont prendre un peu plus de temps. L'important, au final, c'est que le pilote soit confortable, puis que ça soit plaisant. La vitesse, ok, prends les commandes, tire sur la manche doucement, pas trop. Juste pour décoller. Dès qu'on décolle, on le laisse flotter. Plus descendu sur les commandes. Rentre les volets. Ok, reprends-le. Un peu plus à gauche, c'est tout à voile. Un peu à gauche. Tu sais à quoi ça me fait penser? J'ai fait de la course automobile, moi. Ouais. Et c'est important de conduire sur le bout des doigts pour bien sentir la voiture. Je trouve que c'est un peu le même principe. Ouais. Envoie un peu à gauche. Si tu veux moins forcer, tu peux mettre du trip. Donc envoyer le bouton en bas, tu vas voir que ça va lever le trip, tu auras moins de force pour le garder plus en douceur. C'était hallucinant. Regarde, j'ai piqûre déjà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il fait froid ou il fait chaud dans l'espace? La réponse après la pause. Est-ce qu'il fait chaud ou froid dans l'espace? Ça dépend. Es-tu dehors, dans l'espace ou en dedans du vaisseau spatial? Dans le vaisseau spatial, évidemment, on a un thermostat qui contrôle la température. Mais il y a quand même une amie de ma belle-mère qui, en sachant que j'allais dans l'espace, elle se dit « Ah, il doit faire froid là-bas. » Elle m'avait tricoté des bas de laine pour que je porte dans mon sac de couchage. Je les ai amenés et je les ai portés. C'est vrai qu'il peut faire un peu frisquet. Mais dans l'espace, à l'extérieur, alors là, c'est intéressant parce que vu qu'il n'y a pas d'air, il n'y a rien, il n'y a pas de masse thermique pour transmettre la température. Alors, si les objets sont au soleil, ils chauffent très vite. Et s'ils sont à l'ombre, ils se refroidissent très vite. Par exemple, si on prend le scaphandre d'un astronaute, le gros scaphandre blanc, le côté qui est au soleil peut être à 100, 150, 200 degrés. Le côté à l'ombre peut être à moins 100, moins 150, moins 200 degrés. Même chose pour le vaisseau spatial, même chose pour les roches sur la Lune. Alors ça, sur Terre, on ne s'en rend pas compte parce que l'atmosphère fait comme un tampon. Les océans aussi font comme un thermostat qui uniformise la température. Mais dans l'espace, les fluctuations de température, c'est vraiment extrême. Et pour les ingénieurs, c'est un énorme défi pour faire évidemment des vaisseaux spatiaux qui résistent à ces changements-là. Innover, c'est accepter que les choses soient différentes. Puis avec le drone aujourd'hui, ben c'est ce qu'on peut se permettre, l'innovation dans le milieu du spectacle. Si on regarde l'ensemble de l'œuvre, alors c'est quand même la technologie qui nous permet de lier l'art, puis cette espèce de poésie dans le ciel. Donc, on travaille le ciel, on dessine dans le ciel, on est des artisans du ciel avec de la technologie liée à l'art et de la pyrotechnie. Dans mes mains ici, c'est l'outil, c'est le drone qu'on utilise, c'est notre bébé. Alors c'est un drone américain
qui est fabriqué par Verge. Et puis, pourquoi on a fait ce choix de drone? C'est que non seulement il est très résistant, puis aussi, si on remarque sa taille, il y a quand même une taille assez grande, comparativement à d'autres drones qui pourraient faire le même travail. Naturellement, on a 2 antennes. Ces 2 antennes-là servent seulement qu'au sol. Puis à quoi ils servent? Ils servent à recevoir le spectacle qu'on envoie individuellement dans les drones. Il peut aussi supporter des rafales jusqu'à 35 km. On a une pile maintenant, les piles continuent d'évoluer. On peut avoir une durée de spectacle jusqu'à 15 minutes. Alors, tout dépendant du travail qu'on lui fait faire dans le ciel. Alors, quand on reçoit un appel pour quelqu'un qui a un projet de drone, on va visiter le site, le lieu, parce qu'on a des paramètres de sécurité au niveau de distance entre le public, le départ des drones, puis pour toute la sécurité. On a des règles à respecter. Je donne un exemple. Si on vole à 400 pieds de haut, le plus haut drone, ça veut dire qu'on doit éloigner le public de 400 pieds et ajouter, ici au Canada, une zone tampon de 100 pieds. Ça veut dire que le public doit être à 500 pieds. L'autre point important, c'est le nombre de drones. Combien de drones que vous souhaitez avoir dans votre spectacle. Puis une fois qu'on a tout ça ensemble, bien, là, on commence à monter ce qu'on appelle un storyboard. Là, c'est mon travail qui commence, faire des choix des musiques. Puis souvent, on a des figures imposées, que ce soit un logo, que ce soit une signature, écrire, quoi que ce soit. Après ça, des tableaux de performance de drone, parce que souvent, le client, il veut voir la performance du drone dans le ciel, puis il veut qu'on lui raconte aussi sa nature première. Donc, comme ce soir, ici, on va voir des figures que l'organisation m'a demandé d'avoir. Puis moi, j'ai mis la musique, l'animation et tout ça. Ça se rapproche beaucoup d'un montage vidéo, ce qu'on fait là, avec le drone. C'est que l'image en vidéo, c'est des pixels. Si on a 50 drones, j'ai 50 pixels pour faire une image, une figure. Si j'en ai 100, c'est 100 pixels, c'est 100 points. Alors, le niveau de difficulté, comment faire une image, qu'on puisse la reconnaître, puis qu'elle ait du sens, puis qu'elle puisse se déplacer pour avoir toute la souplesse, puis l'élégance du mouvement qu'on veut faire. Le grid, c'est vraiment le quadrilatère là, qui a été déterminé par le programmeur pour partir de sa position GPS. Donc, une fois que ça c'est fait, vous allez voir chacun des drones représente un point. Et là, les techniciens vont venir intégrer la batterie à l'intérieur pour pouvoir communiquer avec ma station. Une fois que ça va être communiqué, on va être capable de downloader, d'uploader les shows dedans. Chaque drone a son propre plan de vol. Parce que ce que maintenant les techniciens font, c'est le premier drone qui a été connecté sur le grid va avoir l'attribution de drone numéro 1, ainsi de suite. Donc, les derniers à l'autre bout vont avoir le drone 98, 99, 100. Donc, ils savent que c'est le drone 99 dans la figure. La lumière, elle bouge très vite, comparativement au son. Il faut tenir en compte que le programmeur, Olivier, lui, pour les cues de lumière, on, off, ou changement de couleur, chase ou des sparkles ou peu importe, ça, c'est lui par la suite. Puis là, il s'appuie sur la bande sonore à la fin. On arrive à peut-être une dizaine de versions. V1, OK, on est V2, OK, on poursuit V3. À V10, on a un bon show. Les seules petites modifications qu'on peut faire, on regarde le public, on a l'axe du show, parce que le show, lui, est-ce qu'on le place là, ou là, ou là? Fait qu'on a, je suis allé visiter le site, j'ai pu monter dans les gradins, j'ai demandé à Olivier, le monteur, de tourner d'environ 10 degrés l'axe du spectacle pour donner plus de vision aux gradins bleus qu'on voit là-bas, pour que les gens puissent bien les voir. Une fois qu'ils sont dans les airs, là, il va venir compenser avec le vent, il va venir compenser aussi avec les erreurs des autres drones. S'il s'approche trop proche du drone, il va vouloir compenser, fait qu'il va se tasser. Mais lui, il connaît juste son plan de vol qui a été downloadé dans lui. Il connaît pas le plan de vol des autres, mais il connaît le sien. Mais quand il s'approche de 1,5 m, qu'il rentre dans la bulle, donc un rayon de 0,75 m, il va se faire tasser. Il va aller chercher sa place où est-ce qu'il a besoin d'être, à proximité de où est-ce qu'il est posé. Mais il va compenser. Dans les faits, tu sais, les feux d'artifice, tu as des explosions, tu as le ressenti, tout ça. Puis avec les drones, ben tu as toute l'animation que tu peux faire autre que des explosions puis des couleurs, tout ça. Fait que, je trouve que c'est un beau mélange. C'est sûr, on parle beaucoup de plus en plus de tout ce qui est environnemental, tout ça.
Fait que, on va chercher un autre côté avec ça, malgré que les feux d'artifice, c'est moins nocif que c'était. Oui, mais ce métier-là, c'est un métier qui n'existait pas ici il y a quelques années. On est la seule firme là, qu'on est 100% là, au niveau du créatif local. On a nos pilotes, on a nos programmeurs, puis on a aussi la direction artistique, on a 1 an d'existence maintenant. C'est tous ces éléments-là qu'on assemble, qu'on travaille à faire un show qui est de la poésie, qui est de la surprise aussi, puis aussi pour qu'on puisse se laisser aller avec le vent, avec cet oiseau mécanique dans le ciel. Alors, c'est pour nous emmener des grands moments de découverte et de bonheur, puis de joie. L'ENA est la plus importante école technique en aéro au monde, et c'est ici, au Québec. L'École nationale d'aérotechnique est à la recherche d'étudiants qui rêvent grand. Avec 6 hangars, 38 aéronefs et 35 laboratoires spécialisés, l'ENA est unique en son genre et vous ouvre tout un monde de possibilités. Derrière chaque avion et chaque hélicoptère, des spécialistes diplômés de l'ENA conçoivent, inspectent, vérifient les appareils pour assurer la sécurité de tous. Grâce à l'École nationale d'aérotechnique, l'avenir de l'aéro est à votre portée. Jeff Boudreau s'est rendu à Mirabel aux installations de chez Airbus pour mieux comprendre les subtilités du A220, un appareil de ligne civile, un des avions favoris des voyageurs. Et Stéphane, merci encore une fois de nous accueillir chez Airbus. C'est tout un cadeau aujourd'hui. Je vais avoir la chance de visiter le A220. Tu es un passionné d'aviation, tu as un brevet de pilote, tu es ingénieur aussi en aviation. Comment on en vient à être appelé pour carrément créer un avion? Alors, c'est le bébé de beaucoup de personnes. Hein. Il y a à peu près 3000 personnes qui travaillent ici sur ce produit-là. Ça a commencé initialement avec 50 personnes en 2007-2008. Qui a été lancé en 2008 et a été certifié, homologué et livré aux premiers clients en 2016. Beaucoup de clients cherchent à renouveler leur flotte et à implanter des avions qui vont être moins énergivores, qui vont consommer moins de carburant. Oui, le défi est là aussi. Hein. Voilà. Pourquoi cet avion-là est plus vert que les autres avions? Bien, par rapport aux autres modèles concurrentiels, ils consomment 25 % moins de carburant, donc une réduction au niveau du CO2. Pour quelle raison? Bien, la performance principalement des moteurs, des turbofans qui ont été créés par Pratt & Whitney. Tu es une passionnée d'aviation? Oui. Donc, tu as été formée à quelle école? J'ai commencé à l'ENA, puis ensuite de ça, je suis allée à l'EMAM à Montréal faire un DEP électrique. Puis là, j'ai trouvé ma passion. J'ai travaillé sur différents trucs, mais sur ce qu'on appelait la pinotte à l'époque. Ça ressemble à un petit hélicoptère qui peut survoler. Dans le fond, c'est un peu un ancêtre de drone. OK, Isabelle, c'est un avion extraordinaire. C'est un avion à la fine pointe de technologie. Moi, je suis arrivé ici avec un ultra-léger. C'est vraiment un avion avec des cadres, tout est mécanique. C'est pas le cas d'un avion comme ça, évidemment. Non, pas du tout. C'est un avion fly-by-wire. C'est un avion de dernière génération, comme on dit. Donc, on a des composantes électriques. Ça l'envoie un signal au lieu d'être justement des manches à balai qu'on tire et pour pouvoir faire bouger justement les surfaces de vol. Je vois que le tableau de bord, il a l'air quand même simple et intuitif. Malgré la complexité, on voit beaucoup d'informations qu'on retrouve dans les petits avions. Ça a l'air simple de prise en main, c'est intuitif. C'est un très bon point, Guillaume. En fait, et c'est quelque chose que les compagnies cherchent. Hein. Quand ils font la décision d'acheter un avion, ils veulent que la transition pour leurs pilotes soit facile. Donc, on a vraiment un retour très, très positif des pilotes. Là, ici, on est dans le hangar Z. Là, on est en fin de piste complet. Donc, c'est ici que... la livraison des avions. Oui, juste avant, par contre, c'est préparation au vol,
vol production, parce que les vols de production font partie, dans le fond, du processus d'assemblage de l'avion manufacturière. Okay. Ensuite, on va chercher notre certificat de navigabilité. Ce que ça veut dire, c'est que notre avion est conforme, est navigable. Ensuite, débute la livraison. Et vous en êtes à combien d'avions à date? Là, pour le moment, on en a fait 52 l'année passée. On était rendu à 200, autour de 200 avions livrés. Wow! Oui. Il y a une bonne demande pour cet avion-là, là, hein? Je ne suis pas précise, là, mais on est autour de ça. Ici, à Mirabel, on livre environ 4 par mois, puis 2 à Mobile. OK. Il y a une bonne demande à travers la planète, là, pour cet avion-là. Oui, parce que c'est un avion, dans le fond, de dernière génération. Donc, que ce soit pour la suite avionique, que ce soit les améliorations au point de vue moteur, comme j'ai mentionné, bruit et consommation. Donc, oui, très compétitif. Isabelle, c'est quoi l'hélice en dessous de l'avion? C'est la rameur turbine, plus communément appelée la RAT. Plus facile. Oui, c'est plus facile, c'est plus rapide à dire. C'est un composant très important, dans le fond. C'est en cas d'urgence, au cas où on perd l'électrique, tout le système électrique. Donc, ça va venir fournir système numéro 3 de l'hydraulique. Mais c'est plutôt rare qu'on le voit parce que c'est utilisé seulement dans des cas d'urgence. Ah, c'est une mini-éolienne, une espèce de génératrice. Exact, c'est une génératrice. Isabelle, merci pour la visite, pour les infos. Ça me fait plaisir. Bon, je me retourne sur le tarmac. Guillaume m'attend. On retourne à Saint-Cuthbert. J'ai la chance de piloter quand même. Bon voyage. Ah, j'ai le goût. Je vais peut-être revenir. Tu sais, c'est pas commun. C'est pas tout le monde qui peut s'asseoir dans le siège d'un pilote d'un avion comme celui-là. Fait que je l'ai vécu. Je suis allé dans le cockpit. Fait que je trouvais ça vraiment impressionnant. Puis surtout avec le vol que j'ai fait de Guillaume, donc j'ai vraiment pu comparer les deux types d'avions. Ça qui est complètement, c'est électronique de A à Z, puis l'autre est mécanique, tu sais. Fait que vraiment une belle expérience. Écoute, les gens d'Airbus sont super accueillants. Isabelle, que j'ai beaucoup aimé, qui m'a laissé son numéro de téléphone d'ailleurs. Non, c'est pas vrai. non, les gens d'Airbus, super sympathiques. Clin d'œil à Isabelle qui a été super fine avec moi aussi, et Stéphane. Mais sinon, les gens à l'interne que vous n'avez pas vus, à qui on n'a pas parlé, mais tout le monde est vraiment très, très, très cool. D'ailleurs, ils cherchent du monde, hein? Ils cherchent 700 employés. Si vous avez le goût de travailler à un endroit vraiment agréable, postulez. La semaine prochaine, Francisco Randez pilote l'hélicoptère Bell 505 et l'équipe rencontre un aventurier qui a traversé l'Atlantique en ULM.